3,25 milliards d'euros, c'est le montant total qui a été promis lors de la grande conférence des donateurs qui s'est déroulée à Bruxelles mercredi. Alors qu'1,9 milliard était envisagé initialement, c'est donc bien plus que prévu. 108 pays étaient réunis ainsi que plusieurs grandes institutions internationales. Parmi les donateurs, en plus des dizaines d'États représentés, le FMI, l'Union européenne ou encore la Banque islamique de développement. Cet argent devrait servir à mettre en place le plan de relance durable et de développement que Bamako a préparé. Il revient aussi aux Maliens de respecter les engagements pour la réconciliation, pour la sécurité, pour l'état de droit et pour la bonne gouvernance. C'est un contrat que nous passons ensemble, un beau contrat, un contrat d'amitié, de solidarité autour de l'idée de développement. C'est, je pense, une étape importante dans le processus de règlement de ce qu'on a appelé la crise malienne depuis les premières heures de 2012. Concernant la feuille de route malienne, il s'agit de mettre en place 3 grands chantiers prioritaires. Tout d'abord, rétablir les infrastructures du nord qui ont été détruites et remettre en place l'accès à l'électricité et à l'eau. Un grand plan de développement concernant les secteurs de l'éducation et de la santé va également être déployé. Et enfin, l'organisation des élections présidentielles et législatives. 225 millions d'euros ont spécifiquement été débloqués pour cela. Reste que la France, principal organisateur de la conférence, a été très claire. Le déblocage des fonds dépendra de l'évolution de la situation politique et de la mise en place du processus de réconciliation nationale. Bienvenue à Evenus TV. Ce matin, nous recevons M. Moussa Hadj Assarid, le représentant diplomatique de MNLA, le mouvement rebelle qui occupe le nord du Mali depuis bientôt 2 ans. Avec lui, nous allons revisiter l'actualité malienne, à commencer par la conférence des donateurs, des chefs d'État, africains mais aussi européens, qui sont réunis avant-hier et hier à Bruxelles, où une colossale somme de près de 3 milliards d'euros ont été débloqués, en tout cas pour venir en aide à ce pays en crise, comme je l'ai dit, depuis près de 2 ans. Bonjour M. Moussa. Bonjour monsieur. Comme on vient de le dire, la communauté internationale, en tout cas, vient de réunir plus de 3 milliards d'euros pour la reconstruction du Mali. Relance économique, financement des prochaines élections présidentielles qui auront lieu, à en croire, en tout cas l'État malien, au plus tard le 28 juillet prochain. D'abord, un mot sur cette conférence qui a réuni autant de monde que prévu. Non, je trouve que c'est une très bonne chose. Le MNLA salue l'ensemble des donateurs qui ont fait des gestes que nous reconnaissons vraiment importants, parce que cet argent va servir, nous l'espérons, à la population de l'Azawad, parce que c'est elle qui en a le plus besoin. Et nous disons que cette somme doit être gérée enfin par les populations qui ont tellement souffert de l'injustice, du sous-développement et du manque des besoins essentiels de la vie. Justement, hier à Bruxelles, le président du Mali par intérim, Jean-Claude Traoré, est revenu sur ça pour dire que effectivement cet argent va seulement servir au développement du sud, mais aussi du nord. Est-ce que vous pensez que cette volonté finalement de l'État malien de satisfaire et le sud et le nord, vous satisfaire enfin? Nous n'avons absolument rien contre les populations du sud du Mali. Au contraire, il faut que justice soit rendue à tout le monde. Il ne peut pas y avoir une justice à droite et une injustice à gauche. Du nord ou du sud, les populations doivent être dans leurs droits. Leurs droits doivent être respectés. On doit les sécuriser, on doit les protéger, on doit les accompagner, on doit les éduquer. Et on doit aussi dire la vérité au peuple, on doit dire la vérité à la communauté internationale. Les fonds attribués à ces populations n'ont jamais été utilisés comme ça se doit. Donc aujourd'hui, les nouvelles autorités, en tout cas par intérim du Mali, promettent tant de choses, et nous allons voir si celles qui sont aujourd'hui aux commandes de l'État et ceux qui vont venir demain après les élections dont on parle
vont gérer enfin les biens publics comme ça se doit. Bouclons cette conférence des donateurs avec cette lettre ouverte au président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso, dans laquelle le MNLA, votre mouvement, se félicite en tout cas des efforts déployés par l'Union européenne et la communauté internationale en faveur de la paix au Mali, avant de, on va dire, réitérer les objectifs et la volonté du MNLA à y contribuer véritablement. D'abord, vous dites par le dialogue, ensuite par l'intégrité, en tout cas du territoire malien. Mais en même temps, ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous reconnaissez l'intégrité, vous n'avez pas les frontières internationales du Mali, mais en même temps, vous revendiquez, vous n'avez pas de vous inciter sur la création d'une entité Azawad, qui considère pour vous une solution en tout au conflit. Pourquoi ce dysfonctionnement-là? En même temps, vous reconnaissez les frontières internationales du Mali, mais en même temps, vous revendiquez un territoire. Mais à l'intérieur des États-Unis, par exemple d'Amérique, il y a plusieurs États. À l'intérieur de l'Allemagne, de la Suisse, du Nigeria, par exemple, il y a plusieurs États à l'intérieur d'une nation. Alors, c'est ce que nous disons. Il peut y avoir une entité. À notre avis, aujourd'hui, il faut une entité juridique, une large autonomie, une fédération avec l'État de l'Azawad à l'intérieur de la nation malienne. Regardons la vérité en face, regardons ce qui n'a pas marché pendant 52 ans et allons vers une solution définitive. Et tant qu'on ne trouve pas cette solution définitive qui donne la possibilité aux populations locales de gérer leur territoire par eux-mêmes, selon les besoins, selon le quotidien, selon l'histoire et tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous pensons que c'est du colmatage. Donc c'est une solution que nous proposons et lors des prochaines négociations avec le gouvernement du Mali, nous allons déposer cette revendication et pour laquelle nous pensons que c'est une solution durable. Justement, pour parler de solution, pour parler aussi de négociations, on a vu depuis le mois de décembre, les négociations aussi ont été entamées entre le MLA et le médiateur Blaise Compaoré. Où en êtes-vous aujourd'hui des négociations depuis décembre 2012? Le 4 décembre dernier, sous l'égide du médiateur de la CEDEAO, son Excellence Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, il y a eu un début de dialogue. Une délégation du gouvernement du Mali, conduite par le ministre des Affaires étrangères, est venue rencontrer une délégation du MNLA, conduite par Mohamedou Diri Maïga, son vice-président, et nous avons prévu de nous revoir prochainement, et c'est prochainement va arriver à mon avis très bientôt. Avant les élections de 2013, de juillet. Il est souhaitable qu'il y ait des négociations, en tout cas un début de négociation entre le MNLA et le gouvernement du Mali avant les négociations pour voir les possibilités de trouver une solution avant et après les élections à venir. Il faut savoir qu'on ne peut pas ignorer l'existence d'un problème politique dans l'Azawad. Et pour cela, les autorités actuelles, reconnues par la communauté internationale, ont une part des responsabilités, peuvent engager un début, je dis bien deux négociations qui seront bouclées, qui seront poursuivies par le prochain régime qui va avoir lieu à partir des élections. Donc les négociations ont commencé en décembre et nous souhaitons que ça se poursuive très prochainement. Ça veut dire que pour vous aujourd'hui, est-ce que ces négociations sont aussi une condition pour la tenue d'une bonne élection au Mali ou bien l'échec des négociations peut bloquer les élections, les prochaines élections? Nous disons que dans la situation actuelle, avec des réfugiés qui sont dans les pays voisins, qui ne voient pas une sécurité qui leur est garantie afin qu'ils rentrent chez eux, avec le fait qu'à l'intérieur du territoire, les populations qui sont restées ne sont pas sécurisées, avec le fait que les groupes narcoterroristes sont encore en train de commettre des actes terroristes, des attentats de manière régulière, et avec le fait que le MNLA n'a toujours pas trouvé une solution négociée avec le gouvernement du Mali, nous ne voyons pas comment des élections peuvent se tenir, en tout cas sur le territoire de l'Azawad et surtout sur le territoire que contrôle le MNLA, notamment
toute la région de Kidal et la quasi-totalité aussi de la région de Menaka, à part le centre-ville de Menaka et une ou deux autres villes. Monsieur Moussa, ce que vous dites est surréaliste puisque les élections, selon en tout cas les nouvelles autorités maliennes, devraient avoir le normal à partir du 28 juillet. Vous pensez qu'en un mois, tout ce que vous dites là peut être réglé? C'est la volonté du gouvernement malien soutenu par la France. Maintenant, il faut des gages, il faut nous montrer aussi que la volonté prend en compte, cette détermination prend en compte aussi les aspirations du peuple de l'Azawad, prend en compte aussi la situation actuelle du terrain, mais aussi la situation de manière générale du fait que bientôt on nous dit qu'il y a les casques bleus à partir du 1er juillet qui vont arriver. La situation va évoluer aussi dans les prochains jours, prochaines semaines, en fonction des négociations qui vont commencer. À notre avis, comme le dit l'ambassadeur de l'Union européenne à Bamako, le MNLA porte des revendications politiques et c'est par une solution politique que nous allons trouver une solution. Donc pour cela, nous pensons que les choses, c'est encore trop tôt pour les dire, mais c'est important de voir la vérité en face. On a vu Assadine, on a vu les Moujao, on a vu Akmi. Aujourd'hui, est-ce qu'avec le déploiement, en tout cas des casques bleus onusiens, vous pensez que cela peut être une solution pour vous? Nous pensons que la venue des casques bleus qui respectent le droit international humanitaire, c'est une bonne chose. Nous l'avons sollicité d'ailleurs, nous avons sollicité les Nations Unies pour envoyer par exemple des observateurs. Et pour nous, ça va apporter un grand changement. Et nous sommes disponibles et disposés à travailler avec l'ensemble des armées qui sont sur le territoire de l'Azawad parce que nous sommes chez nous dans l'Azawad. Et on ne peut pas faire sans nous, et je veux dire sans la population de manière générale de l'Azawad, et la transformation de la MISMA à la MUNISMA est pour nous une bonne chose parce que aussi nous allons voir une administration qui onusienne, parce que c'est comme ça que ça va se faire au début, qui va aussi contrôler les actes de l'armée malienne. Une armée malienne qui a montré son incapacité de sécuriser les territoires. Parlons de l'armée malienne, une armée malienne qui n'est toujours pas présente dans votre zone, on va dire à Kidal, alors que l'armée française et l'armée tchadienne sont toujours présentes dans votre zone. Pourquoi jusque-là? Il faut demander à l'armée malienne pourquoi elle n'est pas là. Je pense que ce que nous avons vu au début de l'intervention Serval dans les régions dans lesquelles l'armée malienne est arrivée ne nous inspire pas confiance. D'ailleurs, à présent, à 60 km de Tombouctou où il y a l'armée malienne, mais aussi l'armée du Burkina et l'armée française, n'est toujours pas sécurisée. Même hier soir, à présent, il y a un groupe armé qui est en train de terroriser la population de Ber. Alors il faut trouver une solution à la zone dans laquelle l'armée malienne se trouve avant de penser aller au-delà. Donc vous faites plus confiance à l'armée onusienne qu'à l'armée régulière malienne, c'est ça? Absolument, absolument. En 52 ans, nous n'avons vu qu'une armée qui massacre des populations civiles, qui se venge sur la population civile au lieu d'aller combattre les groupes armés. Au lieu de protéger la population, nous avons vu une certaine armée qui terrorise la population. Et ça, c'est ce qui a amené à ce que la population s'enfuit du territoire et aille se réfugier dans les pays voisins. Ça veut dire quoi? Finalement, le Mali, même réunifié avec l'Azawad comme entité, on va dire particulière, une armée régulière du Mali, pour vous, c'est impensable aujourd'hui? C'est pas possible? Il faut forcément une armée onusienne pour sécuriser, pour assurer en tout cas la sécurité au Mali. Et pour combien de temps? Ça, je ne sais pas combien de temps. C'est les Nations Unies qui vont le voir en fonction de l'avancée des choses sur le terrain. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons pas en l'armée malienne actuelle une armée, on va dire, professionnelle, une armée républicaine qui protège la population
et qui rend justice à ceux qui sont brimés. Donc nous pensons qu'avec la présence des casques bleus et le temps qu'il faudra pour former l'armée malienne au respect du droit international humanitaire, au respect des droits humains de manière générale, on verra comment les choses vont se dérouler. Nous, aujourd'hui, nous faisons ce que nous pouvons, nous respectons les conventions internationales que nous n'avons pas signées, mais que nous connaissons, et c'est ce qui compte pour nous, c'est le bien-être de la population de l'Azawad, dans le respect des autres populations, quelles qu'elles soient, et aussi dans la reconnaissance de l'apport des différentes armées qui sont venues combattre avec nous le terrorisme international, c'est-à-dire l'armée française, l'armée tchadienne et d'autres armées qui doivent combattre aussi le terrorisme de manière pratique. Nous allons finir cet entretien par une question de plusieurs observateurs qui disent qu'aujourd'hui la présence française au Mali n'aurait qu'une seule visée, une visée néocolonialiste. Pour ces observateurs-là, la France n'est pas au Mali, non pas forcément pour chasser des terroristes, comme vous le dites, mais simplement pour annexer une partie de l'Algérie. Est-ce que c'est votre opinion aujourd'hui? Puisque l'armée française avec l'armée onusienne vont s'installer au nord de Kidal, c'est-à-dire à la frontière algérienne. Vous qui êtes dans cette région, vous n'avez pas peur que demain, on ait une base militaire française au nord du Mali qui vous-même vous gêne par la fuite? Moi, je n'ai pas connaissance de ces projets. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le bien-être du peuple de l'Azawad, dans le respect mutuel avec le reste de la population, où qu'elle soit, dans toute sa diversité. C'est la paix, la sécurité, le développement, les services de base qui nous intéressent. Après, comme vous le savez, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc on ne va pas reprocher à la France, ni à l'Algérie, ni au Niger, ni à la Côte d'Ivoire, ni au Burkina Faso de défendre ses intérêts et de faire des prévisions statistiques et des planifications par rapport aux prochaines années dans le territoire et aussi comment elle peut participer à la lutte contre le terrorisme en fonction de ses intérêts. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire, comme vous le citez, avec les rebelles du Nord, le gouvernement du Sud. On a abouti finalement à un gouvernement d'union après les accords de Marcoussis, ici même à Paris. Est-ce que vous voyez ce même schéma là au niveau du Mali, voir demain le MNLA participer à un gouvernement d'union avec les prochains accords qui vont peut-être survenir très bientôt? Chaque pays, chaque conflit a ses spécificités, a ses règles de jeu. Aucun conflit n'est pareil à un autre. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique, nous, MNLA, dans une dynamique, un processus de paix, de construction, avec la communauté internationale. Nous voyons que le Mali, en tout cas par son ministre des Affaires étrangères, est en train de faire ce qu'il faut pour que nous puissions nous retrouver très prochainement et on verra quelles sont les décisions que nous allons prendre pour les prochaines années et pour le bien-être du Mali de manière générale et de l'Azawad en particulier pour ce qui me concerne. Le 28 juillet prochain, c'est les élections au Mali, les élections présidentielles. Est-ce que le MNLA a un candidat? Est-ce que l'Azawad a un candidat? Le MNLA n'a pas de candidat et le MNLA n'a pas prévu de participer à ces élections dont les règles ne nous concernent pas vraiment. Et si on vous demande d'appeler à voter, pour quel parti pencherez-vous? Non, pourquoi voter? Aujourd'hui, la situation est à l'insécurité quasi totale sur le territoire. Nous disons que la population de l'Azawad a besoin de manger, de boire, de se sentir en sécurité, de dormir en paix. Avant de lui apporter les urnes, il faut lui apporter de quoi se nourrir et de quoi vivre, ou plutôt de survivre aujourd'hui. C'était Moussa Assarid, le représentant diplomatique de l'Azawad, en fait. Le dit du MNLA en Europe. Continuez de suivre IVN TV, votre chaîne préférée. Merci.